Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Depuis la fin des années 70, les scientifiques alertent sur le fait que les émissions humaines de gaz à effet de serre modifient le climat terrestre. Mi-septembre 2019, deux grandes institutions scientifiques françaises rendaient leur pire scénario. Si notre développement continue à être fondé sur une croissance économique soutenue par la combustion de ressources fossiles comme le charbon, le pétrole ou le gaz, la température moyenne mondiale pourrait s'élever de 6 à 7 degrés d'ici 2100. Aujourd'hui, à 1 degré seulement de réchauffement, les océans se sont déjà élevés d'environ 20 cm, l'acidité des eaux de surface a augmenté de 25% environ et les catastrophes climatiques, tempêtes, inondations ou incendies se multiplient. À l'heure où l'on parle même de 6e extinction de masse, le changement climatique est au cœur de nombreux débats. Pour en savoir plus, nous accueillons dans notre studio Alexis Révillon, chargé d'études et éducateur à l'environnement pour la LPO de Côte d'Or et de Saône-et-Loire. Bonjour Alexis. Bonjour. Alexis, le climat terrestre a beaucoup évolué ces dernières années. Cela impacte évidemment la faune. Tout d'abord, est-ce que la LPO a pu observer un changement des comportements migratoires des oiseaux ? Je pense à certaines espèces un peu emblématiques comme les oies cendrées ou encore les cigognes. Effectivement, il y a des oiseaux qui ont modifié leur comportement de migration, qui vont par exemple migrer moins loin. Vous l'avez dit, les cigognes qui sont aujourd'hui capables de passer l'hiver sous nos latitudes. On le voit aussi sur la distribution, vous l'avez dit, des oiseaux d'eau, des canards, des oies, où on enregistre des diminutions des populations d'oiseaux d'eau chez nous et des fortes augmentations. C'est surtout ça qui est intriguant dans leur pays de reproduction. Donc par exemple en Suède, en Finlande, en Norvège, où normalement les plans d'eau sont dépourvus de grandes populations de canards par exemple, et qui voient augmenter leur population de plus de 200% en quelques années, prouve que eux-mêmes migrent moins loin, ils n'ont plus besoin de venir jusque en France pour passer l'hiver, ils peuvent rester là-haut. Est-ce que le réchauffement climatique touche aussi les espèces montagnardes, comme le lagopède alpin par exemple ? Fortement, c'est même ces espèces-là qui vont être dans des niches écologiques, c'est-à-dire sur des tout petits territoires avec des conditions écologiques très particulières. Le lagopède alpin, vous l'avez dit, c'est une espèce de montagne qui a besoin de périodes de froid, parce que ça va définir une certaine végétation dont il se nourrit. Et chez nous, il est reclus aux zones de montagne. C'est pas comme dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, où il est à peu près partout, en zone de plaine. Là, nous, il est déjà réfugié dans les montagnes. C'est un reliquat des périodes de glaciation. Et lui, il n'a pas d'échappatoire, quoi. Donc, c'est fort probable qu'il en pâtisse très rapidement et très fortement, d'autant plus qu'il est encore chassé en France. Le tétralyre est dans la même situation ? Exactement, le tétralyre est dans la même situation que le lagopède alpin en France. Chenilles processionnaires, moustiques tigres, est-ce que le réchauffement climatique peut être favorable, par contre, au développement ou à l'apparition de nouvelles espèces ? Tout à fait, toutes les espèces qui ont une affinité avec les climats chauds, humides, vont commencer à se plaire et à progresser chez nous. C'est le cas du moustique tigre, qui était longtemps reclus à la Camargue et qui maintenant est présent jusqu'en banlieue parisienne. Et ça va nous poser dans l'avenir de graves problèmes de santé publique, puisque le moustique tigre est porteur de maladies comme la dengue, le chikungunya ou encore le paludisme. En quoi le réchauffement climatique peut-il impacter l'habitat des oiseaux sur notre territoire ? Tout simplement en modifiant ses conditions de reproduction, de vie, auxquelles il s'était adapté il y a des centaines de milliers d'années. Il y a des espèces de plantes qui par exemple affectionnent les milieux humides, qui vont de plus en plus avoir de mal à se développer puisque nos zones humides vont pâtir de la sécheresse de plus en plus fréquemment, de plus en plus longtemps. Donc ça va modifier toute une strate de végétation dans laquelle les oiseaux habituellement nichent. Et donc ils vont se retrouver dans des impasses écologiques puisqu'ils n'auront pas le temps, très clairement, de s'adapter à d'autres milieux de vie. Est-ce qu'il y a des espèces qui commencent à s'adapter morphologiquement à tous ces changements-là ? Alors il y a une étude qui est parue récemment, et si ma mémoire est bonne, elle a mis en avant que les oiseaux devenaient de plus en plus petits, mais avaient des ailes de plus en plus grandes. Alors c'est fortement probable. C'est vrai que les oiseaux, et notamment les petits oiseaux, les petits passereaux, qui sont arrivés assez récemment dans l'histoire de l'évolution et de l'apparition des espèces, ont une certaine plasticité.
et peuvent changer comme ça assez rapidement de taille de bec. C'est ce que Darwin avait montré avec ses pinsons aux Galapagos. Donc c'est probable que oui, tous ces changements dans les migrations, dans la façon de conduire les périodes de reproduction, parce que le temps va être peut-être plus clément au printemps, donc peut-être besoin de faire moins de réserves avant la période de reproduction, va induire des changements anatomiques et morphologiques. Il y a les oiseaux qui vont réussir à le faire, mais qui ne vont pas leur garantir la survie à long terme, et d'autres qui n'arriveront jamais à le faire, puisque moins plastiques, et qui disparaîtront très rapidement. Là, concrètement, on parle de 6e extinction de masse parce que certaines espèces animales ne pourront pas s'adapter à ces changements environnementaux, climatiques. Effectivement, puisque au-delà du pur changement et dérèglement climatique qui se traduit par une élévation de la température, des précipitations en termes de volume plus conséquentes, puisque la planète se réchauffe et donc l'évaporation des surfaces en eau, qu'elles soient marines ou continentales, augmente, donc plus de nuages et donc plus de précipitations, des sursauts climatiques qui sont de plus en plus violents, des pics de température très forts en été, des pics de température en hiver qui peuvent être très rudes, on n'en connaît pas récemment, mais on sait que ça peut nous arriver. Ça va induire des impacts très lourds et les oiseaux auront, même la biodiversité dans sa globalité, n'aura pas le temps de suivre le rythme. On parle beaucoup du déclin important des oiseaux de nos campagnes. Évidemment, ce déclin n'est pas dû qu'au réchauffement climatique. Sont aussi en cause les pesticides, les chats domestiques ou encore le dérangement pendant la nidification. À votre avis, comment cette tendance générale pourrait s'inverser ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant ? Je pense qu'il y a une prise de conscience collective qui doit se faire plus fortement. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se mobilisent et qui sont plus sensibles à tous ces phénomènes, mais ça doit passer par un modèle économique de notre civilisation qui doit complètement changer. On est dans un espace limité, on est sur une planète close, on est une poussière dans une immensité incroyable qui est pour l'instant vide de toute autre trace de vie et de potentialité d'accueil. Donc on est seul à la dérive dans l'espace et la croissance économique comme on l'entend aujourd'hui ne pourra pas durer. Le système va un jour craquer, c'est sûr et certain. Et pour l'instant, c'est la nature qui en pâtit, donc il faudrait réfléchir à des modes de consommation, de production différentes, plus locales, de ne plus vouloir absolument avoir une petite fraise sur son gâteau de dessert, ne plus acheter des roses en plein hiver, organiser la société avec la nature, les saisons, ce qu'on a fait pendant des milliers d'années, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis avoir un rapport aussi à la nature qui est tout autre. Aujourd'hui, au-delà de nos modes de consommation et du réchauffement climatique, on met une pression quotidienne sur la nature constante, que ce soit par l'urbanisation, l'imperméabilisation de surface par des parkings, par des nouvelles grandes surfaces, des nouvelles habitations, une agriculture qui s'intensifie, où on utilise encore de plus en plus de produits phytosanitaires, pesticides qui mettent à mal tout un pan de la biodiversité pour cultiver finalement des plants malades, car les sols ne suivent plus à l'heure actuelle les cadences de production. On doit réfléchir à ça, à notre envie de toujours avoir plus. Le concept de Pierre Rabhi, de sobriété heureuse, est pas utopique puisqu'on peut se contenter de ce qu'on a et pas vouloir forcément le dernier iPhone quand il vient de sortir, et de mettre moins de pression à la nature. La nature a encore aujourd'hui un pouvoir de résilience et de réaction qui est énorme, et la laisser respirer, desserrer les taux, laisser de la place à des zones de jachère, à moins tondre sa pelouse, à tolérer la présence d'insectes, d'autres organismes vivants autour de soi. La barrière psychique aujourd'hui est le plus gros frein, à mon avis, c'est qu'il faut qu'on repense notre propre rapport à la nature et aux autres êtres vivants qui nous entourent, et être beaucoup plus tolérants et les laisser un peu plus respirer. Alexis Réveillon, vous êtes tout le temps dans la nature. Justement, quels sont les impacts du réchauffement climatique qui vous ont le plus surpris, le plus étonné au niveau local ? Ce qui nous surprend le plus aujourd'hui, c'est la modification des cortèges d'espèces, notamment chez les oiseaux.
des espèces d'oiseaux qui ont des affinités, donc on dit boréales, donc qui aiment plutôt les régions fraîches, froides, qui étaient très présentes en Saône-et-Loire comme le bouvreuil pivoine ou la grive litorne, qui aujourd'hui sont reclus aux zones de moyenne montagne chez nous comme le Morvan, et d'autres espèces qui sont plutôt liées à des milieux secs, chauds, comme le héron garde-bœuf, qui est à la base un oiseau africain qui en quelques années a doublé sa répartition mondiale, qui grimpe vers le nord. Il y a lui, il y a le guêpier d'Europe par exemple. Alors c'est généralement des beaux oiseaux, un peu avec une connotation exotique, mais leur présence, leur implantation et leur maintien chez nous est déjà un premier facteur de modification comme ça de notre nature. Quel est le rôle de la LPO justement pour préserver les espèces, favoriser le développement durable et la transition énergétique ? On a concrètement un rôle de sensibilisation, de communication, d'alerte. On n'est pas assez nombreux, nous, naturalistes, professionnels de l'environnement, pour changer les choses. Mais par contre, on peut avoir une influence pour modifier les mentalités de chacun. L'éducation à l'environnement, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel et qu'il est urgent de mettre en place dans toutes les écoles, à mettre au programme de l'école élémentaire, comme les mathématiques, la géométrie, des cours sur l'écologie, la biodiversité. L'écologie, c'est une science avant d'être un parti politique. C'est toujours bien de le rappeler. Et voilà, éveiller les consciences, avoir une certaine responsabilité envers la future génération qui va prendre le relais et qui va vivre de plein fouet quasiment toute sa vie dans un monde avec un climat qui se dérègle. On avance dans le flou, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la planète. On n'a pas de modèle climatique passé où on a eu des bouleversements de la sorte, donc on ne sait pas où on va, mais un bon moyen de s'adapter, c'est de refaire venir de la nature au plus près de nous. La nature, c'est à la fois, les espèces sont à la fois des sentinelles, mais nous apportent plein de services pour nous protéger des effets du réchauffement climatique. Donc replanter, par exemple, des espèces d'arbres indigènes, des feuillus qui sont naturellement présents chez nous, mais l'industrie du bois, aujourd'hui, qui s'intensifie, va plutôt privilégier des résineux qui vont modifier les sols, qui vont beaucoup moins transpirer et apporter de l'humidité dans l'air pendant les périodes chaudes. Donc revenir à une logique environnementale qui s'inscrit dans nos paysages et pas vouloir importer des espèces exotiques pour produire plus. Et s'entourer de la nature pour se protéger et s'adapter au mieux. Parce que plus on fait tomber ces barrières de protection, plus on dégrade l'environnement autour de nous et plus on subira de plein fouet et directement les effets du réchauffement climatique. Et ça a un impact concrètement sur notre économie, déjà aujourd'hui, quand on voyait des orages de grêle qui s'abattent sur la Drôme et qui s'ensuit quelques mois plus tard par des chutes de neige exceptionnelles qui font que d'une part, la profession agricole a perdu ses récoltes et d'autre part, tout ce qui est verger a été ravagé par les chutes de neige. Voilà, donc l'alimentation va coûter plus cher, la vie va se durcir, économique et du coup sur notre santé. Le dérèglement climatique ne se fera pas sans une irrémédiable dégradation de notre environnement et de notre santé à tous. Donc on vivra moins longtemps, dans moins bonnes conditions. La médecine essaye de soutenir et de compenser ça par ses progrès, mais ça va tellement rapidement que même notre technologie arrivera vite à ses limites face à ce type de changement de notre environnement. Justement, vous faites bien la transition parce que le réchauffement climatique, ça fait paniquer certaines personnes. On parle même aujourd'hui d'éco-anxiété. Alexis Réveillon, vous êtes comment, vous? Plutôt positif? Vous pensez qu'on peut s'en sortir, qu'il est encore temps? Moi, je pense que je subis clairement de plein fouet l'éco-anxiété parce que en tant que professionnel des métiers de l'environnement, je vois au quotidien tout ce qui se passe. C'est très très stressant. Déjà en prendre conscience, déjà dépasser le stade de la panique, c'est primordial. On n'a plus le temps de paniquer, il faut agir. On peut agir tous les jours au quotidien. Notre plus grosse force de frappe, c'est notre carte bleue, nos moyens de consommation. Consommer local, fruits de saison, toujours penser à avoir des produits qui des fois sont certes plus chers, mais qui vont mieux rémunérer par exemple l'agriculteur, le producteur. Et un agriculteur qui vit bien de son métier, c'est un agriculteur qui aura le temps aussi de penser à l'impact de son activité sur l'environnement. Aujourd'hui, la profession agricole va très mal. Les agriculteurs n'ont pas clairement le temps de se poser des questions environnementales. Et déjà, consommer mieux, c'est déjà aider
Et voilà, et maintenant, il faut agir, il faut se poser les bonnes questions. Le problème, c'est que la grande majorité de la société n'a pas les billes techniques en main, parce qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas vraiment de vraie éducation à l'écologie, à l'environnement. Donc la grande partie de la société se sent peut-être désarmée, ce qui peut être utile pour les climato-sceptiques, puisque quand on n'a pas les armes pour faire face à un problème, on reste dans l'inaction et on attend. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus rien à attendre de nos politiques. Il faut agir de son côté, soi-même. Et tout ce qu'on peut faire au quotidien pour améliorer la situation a forcément une répercussion. Et même si elle n'a pas une répercussion globale et franche, elle va forcément avoir une répercussion sur vous, sur votre individu et sur la façon de vous adapter et de vous protéger. Merci beaucoup, Alexis Révillon, pour toutes ces précisions. Je rappelle que la Ligue de protection des oiseaux est née en 1912 avec pour objectif de mettre un terme au massacre des macaremoines en Bretagne. Reconnue d'utilité publique en 1986, elle est aujourd'hui l'une des premières associations de protection de la nature en France. Forte de plus de 46 000 adhérents, 5 000 bénévoles actifs, 400 salariés et un réseau d'associations locales dans 79 départements. Protection des espèces, préservation des espaces, éducation et sensibilisation sont ses missions principales. Retrouvez toutes les informations sur le site internet lpo.fr. Merci. Merci. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.